Mali, loi d'amnistie pour les putschistes du 18 août 2020, une loi en faveur de l'adoption de 2 projets de loi adoptés par le CNP qui met à l'abri de toute poursuite les membres du CNSP. Session extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, une session au cours de laquelle le développement de la transition malienne a été évoqué. Sur les traces d'Adama Sanogo, auteur du livre Amila Bamakoise, une pièce théâtrale qui retrace l'aventure de 3 filles matérialistes prêtes à tout pour de l'argent. Fidèles téléspectateurs de Joliba TV News, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Conseil national des bureaux de placement payants et entreprises de travail temporaire CONADBEM a tenu ce jeudi 16 septembre 2021 son assemblée générale ordinaire pour le renouvellement de ses organes. Eladj Malik Guitei. C'est l'ère du bilan au CONADBEM, le Conseil national des bureaux de placement payants et entreprises de travail temporaire du Mali. Après 10 mandats, le bureau sortant a tenu ce jeudi 16 septembre 2021 l'Assemblée générale ordinaire en vue du renouvellement de ses organes. C'était au Conseil national du patronat du Mali, CNPM. L'exercice auquel vous allez vous prêter tout à l'heure, à savoir l'examen et l'adoption des différents rapports de l'année dernière, est un devoir que vous avez vis-à-vis de vos membres, car leur permettra d'avoir les informations sur toutes les actions que vous avez entreprises à leur nom. Ainsi, le président du bureau sortant, très satisfait des résultats, est revenu sur les acquis des 2 derniers mandats. Mais l'essentiel, nous pouvons retenir que le CONADBEM de 15 membres aujourd'hui à 58 membres. Il y a une évolution considérable. Deuxièmement, nous avons un siège qui est équipé et qui est fonctionnel. Troisièmement, les réunions qui étaient tenues de façon mensuelle, maintenant se tiennent de façon hebdomadaire. Et cela sans discontinuer pendant les 2 mandats successifs. Mais qu'à cela ne tienne, le président sortant Boubacar Toutou Kanté déplore certaines insuffisances. Il y a beaucoup d'agréments qui ont été distribués par l'administration du travail qui n'exercent pas, ou bien qui exercent plus ou moins dans l'illégalité et qui rejaillissent de façon négative sur l'image de tous les cabinets et privés d'emploi. À l'issue de la journée, un nouveau bureau composé de 13 membres a été élu. Ils auront désormais la lourde tâche de combler les insuffisances du CONADBEM. Parmi les acquis, il y a déjà l'état des lieux, faire l'état des lieux de tous les membres du CONADBEM. Comme vous l'avez aussi remarqué, il y a beaucoup d'insuffisances. Ce sont ces insuffisances qu'on va identifier pour chercher à la combler. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, présent à la cérémonie d'ouverture et visiblement satisfait du travail du CONADBEM, a rassuré le soutien de son département pour les futures actions. Les 2 présidents, je vous assure que mon département va vous accompagner. Et séance tenante, parce que vous avez souhaité travailler avec les autres agences de mon département, séance tenante, je vous dis que mes alliances vont vous contacter pour faire une réunion de travail et voir comment on peut cibler davantage cet accompagnement. Créé en 2006 grâce à l'appui de l'ANP, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, le Conseil national des bureaux de placement payants et entreprises de travail temporaire CONADBEM a plusieurs objectifs, notamment la promotion du placement et du travail temporaire, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour cela, la structure mène plusieurs activités qui sont entre autres l'organisation ou la participation aux colloques, séminaires ou ateliers de formation concernant tous les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle au Mali et la publication d'articles, d'enquêtes et de travaux spécifiques. Je vous en parlais dans les titres, les putschistes du 18 août 2020 et du 24 mai 2021 bénéficient désormais d'une amnistie. C'est à la faveur de l'adoption de 2 projets de loi adoptés par le Conseil national de transition que le colonel Assimi Goïta et ses compagnons sont mis à l'abri de toute poursuite judiciaire comme complot militaire ou insoumission. Suivons. 99 voix pour, 2 contre et 2 abstentions. Le Conseil national de transition a adopté jeudi 2 projets de loi pour amnistier les membres de la junte militaire. Ces hommes en treillis ont orchestré et conduit 2 coups d'État en 9 mois. Si le premier a renversé le 18 août 2020 le président démocratiquement élu Ibrahim Boubacar Keïta, le second putsch a visé l'ex-président de la transition Bandao qui avait été proposé par la junte elle-même. En effet,
Aucune poursuite judiciaire ne peut donc être engagée contre les auteurs des infractions. On ne peut pas poursuivre des responsables pour des infractions comme complot militaire, insoumission, etc., selon le président de la commission des lois du CNT, Souleymane Dey. De ce fait, les membres de l'ex-comité national pour le salut du peuple, CNSP, peuvent donc dormir du sommeil du juste, car ils sont blanchis de toute action judiciaire à leur encontre dans l'avenir pour tous les crimes et délits commis lors des 2 putschs, grâce à cette loi défendue par le ministre de la Justice, Mamadou Kassogué. Cependant, des voix s'élèvent contre l'adoption de cette loi qui, selon ses opposants, est antidémocratique. Ramata Diaouré, membre du Conseil national de transition CNT, estime que ce n'est pas un bon signal dans la lutte contre l'impunité. Fin de citation. Dans la même logique, l'ex-ministre de la Justice Mamadou Ismaël Konaté tweet « Même une amnistie a des limites ». Fin de citation. Il est à rappeler que les auteurs du coup d'État du 22 mars 2012 contre le président Amadou Toumani Touré avaient aussi été amnistiés par l'Assemblée nationale à l'époque, suite à un acte qui est défini par la Constitution malienne comme étant un crime imprescriptible. Viendra pas, la suspicion est de taille dans l'esprit des Maliens. En effet, depuis quelques jours, les rumeurs courent sur une supposée arrivée de soldats russes de la société Wagner sur le territoire national. Entre espoir et méfiance, les avis sont mitigés, suivant le reportage de Aïssata Traoré et de Bakoro Banyari. Selon certaines indiscrétions du côté des hauts militaires gradés, rien n'a encore conclu avec la société Wagner. L'heure est d'abord au pourparlers avec les paramilitaires russes. Pour ces sexagénaires, l'arrivée des soldats russes au Mali est salvatrice parce que le peuple a trop souffert de l'invasion des groupes terroristes. Je pense que si c'est l'arrivée des soldats qui peut sauver le Mali, qu'il en soit ainsi. Les Russes sont les premiers partenaires du Mali en matière de défense. Vraiment, mon souhait est que cette arrivée ne tarde plus. Si la France veut rentrer parce que les Russes veulent venir au Mali, les Maliens eux-mêmes savent où se trouve leur salut. À la question de savoir si l'arrivée des soldats est-elle nécessaire, Mamadou Niaré leur apporte son soutien total. Si la société Wagner veut venir au Mali, je ne vois pas où se situe le problème. Je trouve que ceux qui rejettent cette coopération militaire ignorent le bien fondé ou sont contre les intérêts du Mali. Toutefois, pour ceux qui doutent encore du bien fondé de la venue des soldats russes, notre interlocuteur les rassure. Aux autorités maliennes, nous leur demandons de ne plus retarder la venue des soldats russes pour le bonheur du Mali. À la différence de ses prédécesseurs, ce jeune chauffeur de taxi s'inquiète et émet des doutes. Je suis sceptique à l'arrivée des mercenaires russes parce que les Occidentaux n'ont que des intérêts. Je préfère qu'on reste avec l'armée française pour évoluer. Selon certains observateurs, si cette coopération militaire entre la société Wagner et les autorités maliennes se confirme, cela pourrait fortement remettre en cause l'engagement de l'armée française qui se bat aux côtés des soldats maliens depuis plusieurs années. La France, qui, faut-il le rappeler, a récemment annoncé une réduction de son effectif militaire évoluant dans ce pays du Sahel. La coordination des mouvements de l'Azawad est contre l'arrivée des mercenaires au Mali suite aux informations qui circulent à travers les réseaux sociaux sur l'arrivée des mercenaires russes au Mali pour protéger les autorités. La coordination des mouvements de l'Azawad s'oppose à travers un communiqué à tout usage des milices étrangers. Oumou Makalou. Après le lancement d'une offensive diplomatique pour tenter de dissuader la junte au pouvoir à Bamako de concrétiser ce rapprochement avec la Russie par la France, c'est au tour de la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA
qui dénonce dans un communiqué publié ce jeudi 16 septembre 2021 une forte condamnation et opposition à tout usage des milices, quelle que soit leur nature et le motif qui les sous-tend, et tient l'État malien responsable de ce qui arrivera s'il exécutait malgré tout. Elle souligne que ce sont les populations civiles déjà meurtries et en état de santé fragile par une décennie de crise qui vont payer le prix de l'utilisation des mercenaires Wagner, connus pour leurs violations de droits de l'homme dans les pays où ils sont déployés, notamment en Centrafrique et en Syrie. Elle estime également que la priorité pour la stabilité du Mali est d'aller rapidement à la mise sur pied de l'armée reconstituée conformément aux dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, en investissant tous les moyens et les efforts à cet effet sur la sûreté d'une paix durable et d'une sécurité générale au profit de tous, selon la CEMA. En outre, la coordination des mouvements de l'Azawad prévient que si l'État s'entête à déployer ses mercenaires, il se verra dans l'obligation d'assurer entièrement et clairement sa responsabilité. Nous en parlions tantôt, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est réunie hier en session extraordinaire à Accra, République du Ghana. Les chefs d'État ont examiné plusieurs points, notamment les derniers développements de la transition en République du Mali. Adama Sanogo. Lors de cette rencontre, les chefs d'État et de gouvernement ont d'abord pris note du rapport de la mission de haut niveau dépêchée en République de Guinée le 10 septembre 2021. Ils ont également pris note du rapport de suivi de la transition politique en République du Mali. Sur l'évolution de la transition politique en République du Mali, la conférence demeure très préoccupée par la démarche lente dans la préparation. Elle a donc réitéré sa demande pour un respect strict du calendrier de la transition devant conduire à la tenue des élections de février 2022, un délai qu'elle a jugé non négociable. Les chefs d'État et de gouvernement ont demandé aux autorités de la transition de soumettre au plus tard à la fin du mois d'octobre 2021 le chronogramme devant conduire aux élections présidentielles. Ils ont insisté que seules les réformes nécessaires pour la tenue de ces élections à la date indiquée devraient être mises en œuvre. Le Mali et la Guinée, deux pays frères et une même réalité. Concernant la Guinée, la conférence a réitéré sa ferme condamnation du coup d'État du 5 septembre 2021 et a réaffirmé son exigence pour la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé. Par ailleurs, elle a rappelé qu'elle tient les membres du Comité national de rassemblement et de développement CNRD pour responsables individuellement et collectivement de l'intégrité physique du président Alpha Condé. Elle a invité le Comité national de rassemblement et de développement CNRD à œuvrer pour un retour rapide de l'ordre constitutionnel. Le président du parti CODEM a été reçu dans notre émission politique en toute liberté. L'ancien ministre s'est prononcé sur la conduite de la transition, les récentes initiatives de lutte contre la corruption et les 100 jours du Premier ministre Choguel. Selon lui, le Premier ministre, depuis sa nomination, ne fait que tourner en rond. Aruna Saliakone pour le décryptage. L'enseignant de formation et homme politique Hussein Amian Guindo n'a pas caché son attachement aux croyances locales. L'islam du Mali porte un cachet indélébile des pratiques religieuses ancestrales locales, nous enseigne Hussein Amian Guindo, le professeur d'histoire. L'islam que nous pratiquons, c'est un peu l'islam tropicalisé, donc syncrétiste, avec des survivances de l'animisme. Par exemple, on dit le marabout. Le marabout n'existe pas en islam. L'imam existe, mais le marabout guérisseur est une survivance du féticheur guérisseur. Membre de la coalition des partis politiques contre la prolongation de la transition, le président du CODEM s'est prononcé sur la tenue des assises. Pour lui, ce rendez-vous n'est pas nécessaire. Nous avons dit que nous ne participons pas parce que tout simplement nous pensons que c'est inopportun. On ne change pas la règle du jeu pendant le jeu. Il y a eu une concertation pour fixer le délai de la transition. Sur les rumeurs concernant une éventuelle intervention des mercenaires russes de Wagner, Poulo propose au gouvernement la carte de la prudence et de la transparence. Au-delà des rumeurs, le gouvernement du Mali, en tout cas, prenne la parole pour rassurer les populations sur ce qu'ils sont en train de faire.
il y a des questions de sécurité à gérer, mais il ne faut pas oublier que les questions de sécurité sont liées aux questions de développement aussi. Actualité oblige, les 100 jours de Dr Choguel Kokala Maïga à la primature, Ousseini Amiogine trouve que le Premier ministre ne fait que tourner en rond depuis sa nomination. Il ne faut pas se cacher la vérité. Nous avons fait 100 jours en tournant en rond. Point. Parce que tout simplement, les 100 jours, ce qui pouvait être pour moi considéré comme un résultat notoire, c'était le programme d'action du gouvernement qui avait été déjà présenté. Et malheureusement, ma surprise fut grande d'entendre de la part, effectivement, du même gouvernement que non, ça c'est désormais obsolète. En ce qui concerne les affaires de corruption qui défraient la chronique, Poulo demande à ce que la lutte soit menée jusqu'au bout, mais avec objectivité. Que tous ceux qui ont eu à détourner les ressources publiques, qu'ils soient de l'ancienne majorité ou de l'ancienne opposition, parce que ça se trouve de tous les côtés, que tous ceux qui sont mêlés à des détournements de ressources publiques répondent. Je soutiens cette action, à dire de la part du gouvernement, mais de façon impartiale. Des fois candidat à l'élection présidentielle, l'ancien ministre et député Ousseini Amiogine demande aux militaires de faire le maximum pour sortir de cette transition par la grande porte en organisant des élections libres et transparentes. Ami la Bamakoise est une pièce théâtrale qui retrace l'aventure de 3 filles matérialistes qui sont prêtes à tout pour de l'argent. Adama Sanogo, l'auteur de cette œuvre, se sert des mots pour soigner le mal dans un style courant. Des précisions avec Fabrice Nouziaovo. Ami la Bamakoise, une œuvre, une histoire, plusieurs thématiques et problématiques de notre temps. Immigration, réseaux sociaux, prostitution en sont entre autres. Adama Sanogo, alias écrivain du temps, auteur de cette pièce théâtrale, fustige surtout la prostitution en milieu universitaire. La plume est trempée, la scène s'écrit. Tome 1 et 2, avec 21 tableaux, c'est Ami la Bamakoise. Les mots pour soigner le mal, tel est le style esthétique de l'auteur. Le style utilisé dans cette pièce de théâtre intitulée Ami la Bamakoise, c'est surtout le style comique. Parce qu'on a l'habitude de dire que trop de sérieux tue le sérieux. Donc je me suis dit qu'en utilisant ce style comique-là, je vais en même temps faire rire les gens, divertir les gens, sans toutefois m'éloigner du sérieux au fait. Donc en lisant le livre, les gens vont quand même rire et aussi ils vont apprendre beaucoup à travers les thèmes qui sont abordés. Cette œuvre d'Adama Sanogo retrace le vécu de 3 filles, Ami la Bamakoise, Gafoula Blanche et Lagaré. Il vient d'être reçu dans l'émission Train littéraire sur Joliba TV News. L'auteur revient sur le contenu de la pièce. C'est une pièce de théâtre en 2 tomes. Le premier tome est composé de 10 tableaux et le tome 2 qui est composé de 11 tableaux. Donc c'est 2 livres en un au fait. Et ça aborde plusieurs thèmes, notamment le racisme, la vengeance, la haine, l'usurpation de fonctions, les inconvénients des réseaux sociaux et la corruption. Les 2 principaux thèmes à retenir dans ce livre sont la dépravation des mœurs et la prostitution. S'il n'y a que des mots pour dire les mots de cette société, alors souffrez de nos mots pour soulager vos mots. Si la vérité ne se trouve que dans la parole, encore dirais-je le slam. Par ma voix, les personnalités seront forgées, les mentalités seront dressées. Il est né en Côte d'Ivoire le 28 novembre 1995. Et à l'avenir, il compte écrire ses films et devenir réalisateur. L'infographie du jour est consacrée au Château Rouge de Tripoli. Dominant le cœur historique de Tripoli, le Château Rouge est l'un des principaux vestiges du système défensif mis en place par les Espagnols au XVIe siècle, durant leur brève occupation de la ville. Le fort fut amélioré par les Hospitaliers, puis par les Ottomans qui lui ont donné son nom actuel, Saraya. Longtemps transformé en dépôt de munitions, il est totalement réaménagé au moment de la colonisation italienne et devient le premier musée de Libye. Présentant essentiellement des vestiges archéologiques, il est baptisé musée classique en 1930 en raison du grand nombre de pièces exposées provenant de la période classique ou antique, puis musée libyen en 1948. Fermé provisoirement pour travaux en 1982,
Il ouvre de nouveau ses portes en 1988. Le 25 février 2011, en pleine révolte libyenne, celui qu'on nommait le guide de la révolution, Mouammar Kadhafi, harangue la foule depuis les remparts du musée, affirmant que ceux qui ne l'aiment pas ne méritent pas de vivre. À présent, l'actualité internationale avec Aminata Traoré. Elle parcourt des milliers de kilomètres pour aller à la rencontre des électeurs de sa circonscription immense du nord du Québec. Lise Kitabiche, femme et autochtone de 54 ans, se présente aux législatives pour être la voix des populations toujours discriminées et marginalisées au Canada. Cette candidate du Parti libéral nous livre ses impressions. On veut que la guérison se fasse au sein des nations, puis au sein des personnes qui ont vécu le traumatisme de pensionnat. On veut une vie meilleure pour les enfants dans le futur, puis ne pas répéter l'histoire. Je pense que ça, c'est vraiment important, parce que si on n'est pas capable d'assumer les torts sévis, ben la réconciliation elle risque d'être difficile. La candidate néo-démocrate pointe du doigt le racisme qui règne au Canada. Autochtone, mais le racisme, je le vis. Et je le vis à cause de mon mari. Le monde va me voir, ils vont me traiter très bien, mais aussitôt qu'ils vont voir mon mari, c'est là où ils vont avoir... Là, je sens une petite différence, la manière qu'ils vont me traiter. Ce père de famille estime que voir un député autochtone est un bon signe. Là, avoir des députés autochtones, tant libéral que NPD, je pense que c'est déjà un bon pas vers l'avant. Je pense que c'est encourageant pour les autres qui peut-être un jour ils vont vouloir suivre aussi. Fait que je pense que c'est une bonne affaire. Là. Ça commence bien. Là. Les candidatures de ces deux femmes pourraient néanmoins susciter des électeurs assez déplacés. Sébastien, enseignant à l'école d'études autochtones de l'Université du Québec, rappelle que pendant longtemps, qu'il n'y a eu absolument aucun élu autochtone à la Chambre des communes. En effet, les Premières Nations ont acquis les droits de vote au Canada en 1960. L'inscription de ces deux femmes sur les bulletins de vote est donc source d'espoir pour la région. Je pense qu'elles tracent la voie, estime Cloutier. Par leur participation à les élections, elles font la démonstration que tout est possible pour les femmes autochtones. Lors du sommet de l'Organisation de coopération du Sangay, le président russe Vladimir Poutine appelle les talibans à tenir parole pour normaliser la vie des Afghans et empêcher la violence de se propager dans les pays voisins. L'Organisation de coopération du Sangay, menée par Moscou et Pékin, doit s'imposer comme partenaire des talibans afin qu'ils tiennent leurs promesses de lutte contre le terrorisme, a estimé vendredi le président russe Vladimir Poutine lors d'un sommet. Il est important de mobiliser le potentiel de l'organisation pour faciliter le début d'un dialogue inter-afghan inclusif afin aussi de bloquer les menaces du terrorisme, du trafic de drogue et de l'extrémisme religieux provenant de ce pays, au dire de Poutine, participant par vidéo au sommet de Dushanbe. Il est important de mobiliser le potentiel de l'organisation pour faciliter le début d'un dialogue inter-afghan inclusif et afin aussi de bloquer les menaces du terrorisme, du trafic de drogue et de l'extrémisme religieux provenant de ce pays. Aujourd'hui, les talibans contrôlent pratiquement tout le territoire de l'Afghanistan et les nouvelles autorités afghanes devraient être encouragées à tenir leurs promesses d'établir la paix, de normaliser la vie publique et d'assurer la sécurité pour tous. Par ailleurs, la Russie considère le mouvement taliban comme terroriste, mais dialogue avec lui depuis des années. Moscou s'est montré conciliant depuis leur prise de pouvoir du fait de leur promesse de ne pas laisser l'organisation terroriste s'y établir, de ne pas s'attaquer à leurs voisins, notamment le pays d'Asie centrale allié de la Russie, et de juguler les trafics d'héroïne.
Des images diffusées par la télévision nord-coréenne KCTV jeudi montrent l'essai par la Corée du Nord et Sud qui ont procédé toutes deux mercredi à des tirs de missiles dans ce qui ressemble à une véritable course de l'armement entre ces deux pays toujours techniquement en guerre. Des systèmes de lancement de missiles à bord d'un train mercredi, les missiles balistiques ont volé sur environ 800 km et ont atteint une cible en mer de l'Est. Le lancement de 2 missiles balistiques nord-coréens vers la mer a été suivi quelques heures après par celui d'un missile balistique depuis un sous-marin par la Corée du Sud supervisé par le président Moon Jae-in. La Corée du Sud est ainsi devenue le 7e pays au monde à disposer de cette technologie de pointe, une avancée stratégique importante pour Séoul qui lui donne une longueur d'avance sur son voisin du Nord. Les États-Unis ont condamné le tir nord-coréen effectué en violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et qui représente une menace pour les voisins. Mais ils ont aussi réaffirmé leur appel au dialogue, resté jusqu'ici sans réponse de la part de Pyongyang depuis l'arrivée du président Joe Biden à la Maison-Blanche en janvier. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a ainsi annoncé une réunion d'urgence mercredi sur ces tirs dans la péninsule coréenne, qui se tiendra à huis clos de manière informelle. Des jardiniers potagers et mini-mars accueillent des grenouilles. Les toits et capots de taxis abandonnés ont trouvé une nouvelle vie à Bangkok. Sur un parking à ciel ouvert de l'ouest de la capitale thaïlandaise, des pousses vertes arrosées par les pluies des moussons jaillissent de la croiserie de plusieurs rangées de taxis roses et oranges typiques de Bangkok. Compte tenu de cette situation, les responsables des taxis ont trouvé comme solution de transformer ces véhicules en cimetières de taxis potagers, témoigne ici un patron de la compagnie du taxi. C'est notre dernière option. Nous devons faire pousser des légumes sur les toits de ces taxis. Certains de ces taxis ont encore environ 17 923 à 20 484 euros de prêt automobile impayés empruntés pour la première fois en 2019-2020. Mais ils sont juste délaissés ici. Alors, nous nous sommes dit que nous allions faire pousser des légumes et élever des grenouilles sur les toits de ces taxis, justement pour faire nourrir nos employés. Lorsque ces légumes sont mûrs, les employés du garage peuvent venir les chercher et les manger pour le déjeuner et en ramener certains à la maison pour le dîner. Nous les distribuons également à nos chauffeurs de taxi. Un mot de culture dans cette édition, le réalisateur et producteur malien Salif Traoré a été nommé président du jury de la catégorie des films des écoles africaines du cinéma à la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. L'événement est prévu du 16 au 23 octobre 2021 à Ouagadougou au Burkina Faso. Retour sur son parcours avec Youssouf Koné et Abdoulaye Koniba Konaté. La compétition officielle de la 27e édition du FESPACO met cette catégorie de films en liste, à savoir le long-métrage fiction, le long-métrage documentaire, le court-métrage fiction et documentaire, les séries TV et d'animation, les films des écoles africaines de cinéma, les perspectives et la section Burkina Faso. Pour cette édition, le réalisateur malien Salif Traoré a été nommé président du jury chargé de la sélection du meilleur film dans la catégorie des films africains de cinéma. La nomination de Salif Traoré vient après celle de son compatriote Souleymane Cissé, double étalon de Yanninga, qui a présidé le jury de la catégorie long métrage en 1991. Cette désignation est loin d'être une surprise pour Salif Traoré, considéré aujourd'hui comme une figure incontestée du cinéma malien, qui a participé à la formation de nombreux réalisateurs maliens, dont celle de 95% de ceux qui représentent le Mali à cette 27e édition du FESPACO. Titulaire d'un master en sciences et techniques du cinéma et de l'audiovisuel, Salif Traoré est aussi diplômé des arts dramatiques et mise en scène et d'un certificat en écriture et langage cinématographique obtenu à l'Institut national des arts en France.
Il compte plusieurs films documentaires et fiction à son actif, à savoir Sigida, 1994, La danse des singes, 1998, Faro, La reine des eaux, 2007, Le cri de la falaise, 2000, Sida Lakari, 2001 et Djamunduma, 2019. Son film Djamunduma remporte le prix spécial documentaire de Lui et moi au FESPACO en 2019. Salif Traoré est formateur à l'Institut universitaire des technologies UIT de Kabbalah, au Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Fasségué du Mali, ainsi qu'à l'Institut supérieur de l'image et du son du Burkina Faso. Il est également le président du conseil consultatif de la Fédération panafricaine des cinéastes. Délégué et producteur sur plusieurs films, Salif Traoré est également producteur et coproducteur des films maliens et burkinabés. À 67 ans, le cinéaste malien est loin de quitter la scène cinématographique. Son dernier film intitulé Yefeke, qui lève le voile sur la condition des personnes atteintes de l'albinisme dans notre société, sera en avant-première ce samedi 18 septembre au Cinéma Magique. Salif Traoré est également sur plusieurs d'autres projets de films, dont L'Arche de Léon et Le secret de la dune, une adaptation du livre de Boubacar Belko Diallo. Salif Traoré est une chance pour le 7e art malien. Fidèles téléspectateurs de Joliba TV News, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.